Donc, c'est un programme qui a un budget de 5,4 milliards d'euros pour la période de programmation 2021-2027. Et c'est un programme qu'on appelle thématique, c'est-à-dire qu'il est géré directement par la Commission européenne via une agence exécutive qui s'appelle maintenant CINEA, qui s'appelait EASM précédemment, pour ceux qui connaissent. Et voilà, donc depuis 2021, elle s'appelle CINEA, mais qui a à peu près les mêmes missions. Donc, c'est un programme qui s'adresse à des types de bénéficiaires assez larges. Donc, que ce soit donc les autorités publiques, les entreprises, les PME, les ONG, les universités, les associations. Il n'y a pas vraiment en fait de limitation de ce point de vue-là. Donc, le territoire éligible du programme, c'est avant tout l'Union européenne. Mais je tiens à préciser par rapport à ce qui a été dit précédemment qu'il y a des possibilités quand même de coopération en dehors de l'Union européenne, dans certains cas, comme par exemple quand le porteur de projet est en capacité de justifier que seule une expertise apportée, par exemple, par un pays du sud de la Méditerranée, que seul ce pays-là a une expertise spécifique et que du coup, ce projet ne peut se faire qu'avec cette expertise-là. Donc, à ce moment-là, la Commission européenne peut accepter qu'on puisse associer un ou plusieurs pays en dehors de l'Union européenne. Dans les grands principes, il y a un taux de cofinancement de 60% des projets, donc que ce soit pour des projets d'action standard dont je vais parler tout à l'heure, ou pour les projets stratégiques. Ce que peut financer le programme, ce sont des opérations pilotes ou de démonstration, de diffusion de bonnes pratiques, mais également de mise en place d'une gouvernance à l'échelle d'un territoire. Alors, dans le type de dépenses éligibles, donc il y a évidemment tout ce qui est mobilisation des ressources humaines nécessaires à la mise en œuvre du projet. On peut financer également tout ce qui est matériel, équipement, donc type ordinateur, instruments de mesure. On peut financer également des prototypes. Voilà, on peut financer également tout ce qui est outils de communication, type site internet, flyer, l'organisation de l'événement, bien sûr. On peut solliciter des prestations dans une limite de approximativement 30% du budget total du projet. Voilà. Et on peut également financer, bien sûr, des diagnostics. Donc, c'est relativement ouvert. Ce qu'il faut avoir en tête, c'est que ce n'est pas l'outil le plus adapté pour financer, par exemple, de la recherche fondamentale. À ce moment-là, on va plutôt s'orienter sur des programmes type Horizon Europe. Voilà. Et ce n'est pas non plus un outil qui est adapté pour financer vraiment de l'infrastructure. Alors, en termes de partenariat, il faut savoir que le partenariat n'est pas obligatoire. C'est-à-dire qu'une structure seule peut déposer un projet LIFE et être retenue. Mais la plupart du temps, il y a quand même plusieurs partenaires et en général, au moins un partenaire européen. Donc, ce n'est pas obligatoire, mais c'est quand même fortement recommandé pour mettre toutes les chances de son côté pour que son projet soit retenu. Il y a un élément important aussi, c'est qu'il y a une grande attention portée par la Commission européenne à la reproductibilité et au transfert des résultats à l'échelle de l'Union européenne. Ça, voilà, il y a des éléments qui sont vraiment attendus par la Commission européenne sur ces sujets-là dans la candidature. Si ce n'est pas le cas, la Commission européenne demandera de préciser et de développer ces aspects-là. Et de la même manière, le caractère innovant des opérations est vraiment important. Et c'est un projet qui a déjà été fait à peu près dans les mêmes conditions, voilà, ne sera pas refinancé une deuxième fois. Voilà, ce qui est intéressant aussi à savoir, c'est que dans la phase d'exécution du projet, le bénéficiaire est suivi par un bureau d'études qui s'appelle NEMO, qui est mandaté par la Commission européenne et qui est là à la fois pour faire du contrôle, mais aussi du conseil aux porteurs de projet pour être sûr que le projet se
se déroule correctement en termes de calendrier, en termes de remontée de dépenses, en termes de gestion du budget, etc. Voilà. Et donc, il faut aussi préciser que c'est un programme qui a une bonne image auprès des bénéficiaires, qui a plutôt une réputation d'être assez souple, en particulier en phase d'exécution. Alors, on a deux types de projets LIFE. Alors, le premier type, c'est vraiment les projets, ce qu'on appelait avant les projets traditionnels et qui s'appellent maintenant les projets d'action standard. Donc, globalement, ce type de projet-là dure entre 2 et 5 ans, il mobilise 6, 7, 8 partenaires. Donc, un coordonnateur de projet plus 6, 7, 8 partenaires, pour des montants en budget total qui se situent en général entre 500 000, vraiment au minimum, et plutôt entre 1 million, on va dire, et 3 millions d'euros en coût total. Donc, comme je disais, avec un taux de cofinancement de 60% maximum, avec des crédits LIFE. Merci beaucoup, Maxime. Je ne sais pas si tu as clôturé, parce qu'on doit passer à l'autre panéliste. Le temps passe vite, malheureusement. Et est-ce que tu as d'autres choses? Sinon, là, on passe à… Alors, je vais juste dire deux mots sur le budget dédié à l'axe lecture et biodiversité, donc qui est à 2,15 milliards d'euros sur l'ensemble de la période de programmation. On peut également financer des projets sur l'économie circulaire et sur l'adaptation au changement climatique. Et donc, juste d'un point de vue calendrier, ce qu'il faut avoir en tête, c'est que qu'en fait, tous les ans, les appels à projet LIFE sont publiés au printemps. Donc là, les prochains appels LIFE vont être publiés vers, normalement, avril-mai prochain. Et il faut compter à peu près 1 an et demi entre le moment où on dépose la candidature et le moment où le projet peut démarrer s'il est retenu. Voilà. Parfait. Merci beaucoup. Merci, Maxime. And now I would like to give the floor to the representative of the Adesium Foundation, Ms. Caroline Steinbuch. Thank you very much. Thank you, Caroline, for being here with us. I just want to remind you, please, if you can be brief, because we only have 5 minutes per panelist. I will keep it short. Thank you very much. Great, thank you. So my name is Caroline Steinbuch. I'm from the Netherlands, and I work for Adesium Foundation, which is a private foundation here in the Netherlands. And Adesium Foundation aspires to help build a society in which people live in harmony with each other and their environment. And we support initiatives and organizations in the Netherlands and Europe that are committed to an open and just society, healthy ecosystems, and equal opportunities for everyone. And I work in the People and Nature program, and I especially focus on the protection and restoration of the Mediterranean Sea. And you might ask yourself, why this interest from a Dutch foundation in the Mediterranean Sea? Well, we've been supporting marine issues for maybe 15 years now. And in the last 3 years, we decided to put our focus on the Mediterranean Sea as it being the most overfished sea worldwide. Our mission in the Mediterranean is working together to protect and restore the health of the Mediterranean Sea. Since we are not from the Mediterranean Sea, we rely very much on the expertise of people working in the Mediterranean Sea. So we support NGOs, civil society sector, who collaborate on first of all, improve and strengthen marine protected areas, but also on improving fisheries management and ending IUU fishing in the Mediterranean Sea. So we, for instance, supported the development of the MedSea Alliance, which is a coalition of NGOs working together at a Med-wide level. But we also support Maria's Foundation, which is a foundation in the Balearics that works on protecting and restoring the Balearic Sea,
and in particularly focusing on collaborating with different stakeholders, from fisheries to MPA managers to NGOs in improving and strengthening marine protected areas. So what I would like you to get out of this presentation is that we very much focus on civil society sector. That makes us maybe a little bit more difficult to contact for MPA managers because we're a private foundation. And yeah, but if there are any questions, please feel free to contact us. Always good to meet new people and to hear what you are working on. Thank you. Thank you very much. We will surely keep in touch. And now I would like to invite the representative of the Ocean 5 Foundation, Mr. Tristan Lewis, please. Good afternoon, everyone. Thank you for the invitation. Shame can't be with you this time, but travel is tricky, as we all know. So a little background on Oceans 5. It is a grant makers collaborative. And so we have about 20 funders that are pooling their resources. Each of them contributes around $500,000 to $1 million a year. So far, in the 11 years or so that Oceans 5 has been in existence, we've made grants of around 80 to 90 million US. And those projects are across 70 different projects involving about 120 different NGOs and different types of organizations in 50 different countries. So we are a global grant maker, and the Mediterranean is just one region of interest. And our grant making focuses on combating illegal and unrestricted and unregulated fishing, establishing marine protected areas, and addressing overfishing. And the kind of projects, what kind of projects is it that we like to fund? Well, tend to focus on projects that are underserved by marine philanthropy. And we see the Mediterranean broadly fitting into that category, certainly with the rapid or imminent departure of MARVA, which will be a great shame and loss to civil society and to the funding community and to the causes of marine conservation in the region. So yeah, certainly underserved regions are a priority. We have our 20 funders that have agreed a number of priorities, and I'll touch on those in a minute. And we look for time-bound projects. So we don't develop programs that we commit to for long periods of time. We tend to fund 3-year projects, 2-year projects. If they are delivering, if we have clear outcomes that are delivered within that 3 years, or that time period, we will look and think and consider an extension, but we don't develop regional programs of work. One other thing I'd like to point out is we look for what we call globally significant projects. Now, we don't have a written definition of what globally significant means, so it's a little bit tricky, but you have to bear in mind we are seeking grants and projects at the global level. So yeah, generally that implies size, but it doesn't have to mean size. You know, if there's a justification of why a relatively small project has strategic significance in a region in the way it demonstrates or can be leveraged, puts a country in a leadership position, for example, we could see that as having some global relevance and significance. So it doesn't just imply size, but often size or groundbreaking new policy is what we're looking for. So very briefly, what are the priorities? As I mentioned, we really look at habitat loss and overfishing. We're really seeking policy and advocacy type work in general. So it's informing fisheries management, combating illegal, unreported, unregulated fishing, establishing and strengthening marine protected areas. And establishing has certainly been our priority to date. And more recently, we are looking more at strengthening the protection within protected areas.
Like Odessium, who is one of Ocean's 5 partners, we also prioritize or tend to prioritize collaborative grant making. We see strength in numbers, and in particular in the case of the Mediterranean, where the number of issues that we are faced and scale of the region is very hard to address these and tackle these challenges as an individual NGO. So and support and encourage collaborative working, and with Odessium, we've supported the establishment of the Med-Sea Alliance, which is a mechanism to facilitate collaboration and for project co-creation and development. Very briefly, last sentence or so. In the last 5 years, we've done virtually nothing in the Mediterranean. We have supported a project for the establishment of fisheries restricted areas over the last 5 years, and that has pretty much been it, apart from, as I mentioned, and Carleen mentioned, we've been working on the establishment of the Med-Sea Alliance in the last year. I see there's a note for me. Is that, please can list the name of funding organizations presented. It might be easier to send that round later because there's 20 of them and I don't know them all off the top of my head. Some come in, some fall out, and it's a bit of a dynamic list, but I'm happy to share that at some point. So lastly, we're really eager to see more funders involved in the Med. Our philanthropic community, by and large, does not work very much in the Med. They've been a little bit nervous to dip their toe in the Med, recognizing as well that Marva has been doing an outstanding job. But I think we believe that Odessium, I hope I can speak for you, Carleen, and Ocean's 5 the opportunity in the next year or so, in the next coming years, to deeper engagement in the Med is ripe, and part of our role we see is to advocate to other funders, other philanthropic organizations to engage in the region. Thanks. Thank you very much, Tristan. This was very inspiring and promising. Now, I would like to invite you, Jérôme ou Florence, si vous voulez bien parler. Vous restez sur place, comme vous voulez. Oh, levez. Bonjour à toutes et à tous. Merci aux organisateurs pour ce forum, ces excellents débats et pour nous donner l'opportunité d'intervenir aujourd'hui. Donc, je suis Jérôme Petit. Je travaille pour le programme Pew Bertarelli Ocean Legacy, qui est un programme de conservation internationale mené par la fondation Pew, donc qui est une fondation américaine qui travaille depuis 70 ans sur des projets de recherche, des projets de santé publique et d'environnement principalement, et menée également par la fondation de Donna Bertarelli. Donc Donna est une passionnée de l'océan, c'est une entrepreneuse suisse et philanthrope. Elle a beaucoup de casquettes, elle est aussi championne de voile internationale. Elle est en train aujourd'hui d'ailleurs de commencer un tour du monde pour essayer de tenter de remporter le trophée Jules Verne avec son équipe. Et elle est représentée par Florence au premier rang, qui travaille pour la fondation de Donna. Donc l'objectif de ce programme Pew Bertarelli Ocean Legacy est de faciliter la création et la bonne gestion d'aires marines protégées au niveau global, avec un focus sur la protection forte. Alors pourquoi la protection forte? Parce que nous sommes des fondations privées et nous avons la volonté d'avoir des résultats tangibles, et nous avons aussi une stratégie qui est basée sur la connaissance scientifique, et nous savons aujourd'hui, la science nous dit que la protection forte est la mesure de protection qui a le plus de bénéfices pour les écosystèmes et donc pour les sociétés qui dépendent de ces écosystèmes marins. Donc, c'est pour ça que nous mettons l'accent sur cette mesure. Et les activités que nous finançons, que nous soutenons, sont des activités de recherche, des activités de concertation entre les différents usagers, des activités d'assistance technique auprès des collectivités, auprès des gouvernements, et bien entendu de communication pour essayer d'avancer sur des projets très concrets sur le terrain, des projets de zonage, pour essayer de créer et de renforcer la protection de zones sur le terrain. Donc, nous intervenons depuis 5 ans, principalement dans le Pacifique et la région atlantique, et nous avons déjà obtenu plusieurs succès majeurs, avec notamment une contribution à la création de différentes réserves, comme celle de Hawaï, de Pitcairn, de Palau, de l'île de Pâques, de Tristan d'Acunha dans l'Atlantique, et j'en passe. Donc, au total, une protection forte d'environ 8 millions de kilomètres carrés, donc des zones très, très larges.
Et donc, fort de ce succès, nous souhaitons continuer cette collaboration avec la Fondation Bertarelli pour une nouvelle phase de notre programme sur 5 ans et un budget global de 60 millions de dollars US sur une période de 10 ans, donc les 5 ans que nous avons déjà parcourus, plus les 5 ans qui commencent l'an prochain. Et pour cette nouvelle phase, nous voulons encore nous concentrer sur la protection forte et avec une volonté de travailler également sur la connectivité entre les zones. Et le motto de la nouvelle phase du projet est « Connect to Protect », avec l'idée de connecter les différents habitats, les différentes zones de protection, mais aussi les différents acteurs à travers un travail de coalition entre les différents acteurs de terrain. Alors, au niveau géographique, nous allons continuer à soutenir ce qu'on appelle les legacy sites, c'est-à-dire les sites dans lesquels nous sommes déjà intervenus depuis 5 ans, voire même 10 ans pour le travail que l'on a fait avant Più Bertarelli. Mais nous voulons aussi intervenir dans 3 nouveaux sites, donc 3 nouvelles régions. La première région, c'est Eastern Tropical Pacific. La deuxième, c'est l'océan austral, donc les eaux qui entourent l'Antarctique, avec un travail au sein de la CAMLAR. Et la troisième région, donc vous serez heureux de l'apprendre, est justement la Méditerranée. Donc c'est pour ça que nous intervenons ici aujourd'hui. Donc pourquoi la Med? Parce que nous sommes conscients de l'importance biologique de cette région et des menaces qui pèsent sur cette biodiversité. Et nous avons été aussi incités par tous nos partenaires français, européens, à travailler dans cette région à cause du manque de financement et les financements ne sont pas à la hauteur des enjeux, et aussi bien entendu à cause du départ de la Fondation MAVA qui a fait un travail excellent jusque-là. Et nous pensons aussi que la Med peut être une illustration parfaite pour cette philosophie de Connect to Protect, car nous savons tous que la Méditerranée est une mer de connexion entre différents continents, entre différents pays, entre différentes cultures qui font la force de cette région. Donc, nous avons le plaisir d'annoncer une nouvelle initiative donc, pour la Méditerranée au sein de notre programme Più Bertarelli, avec un montant de 4 millions d'euros sur 5 ans qui va commencer l'an prochain. Et l'objectif est de toujours soutenir des acteurs de terrain pour accroître la protection forte de la Méditerranée. Et nous avons identifié 3 objectifs spécifiques qui sont donc la création de nouvelles zones de protection forte. Le deuxième étant le renforcement de la protection des zones existantes. Et le troisième étant de justement travailler sur la connectivité entre les zones et la connectivité entre les acteurs. Donc, nous n'avons pas pour l'instant identifié de focus géographique particulier au sein de la Méditerranée, même si la plupart des projets que nous avons identifiés sont plutôt au niveau nord Méditerranée et au niveau des pays de l'Union européenne. Mais nous sommes prêts à identifier d'autres zones au sud et dans le reste de la Méditerranée. Et donc voilà, ce site est nouveau pour nous. Nous sommes des nouveaux arrivants, donc nous voulons vraiment avoir une approche d'humilité et avoir confiance aux acteurs historiques comme vous tous qui travaillez depuis très longtemps dans cette région et ne pas réinventer la roue, mais de s'intégrer au maximum dans les stratégies existantes. Et à ce titre, nous sommes très intéressés, bien entendu, par la feuille de route qui est en train d'être élaborée par vous tous dans le cadre de ce forum. Donc voilà, encore une fois, merci aux organisateurs et nous serons heureux de continuer les discussions avec vous pour essayer tous ensemble de continuer à travailler efficacement pour une meilleure protection de la Méditerranée. Merci. C'est une très bonne nouvelle, très bonne opportunité pour nous tous ici de tomber à point. Philippe, est-ce que tu veux bien? Bonjour à toutes et à tous. Donc, Philippe Mondiali de la Fondation Prince Albert II de Monaco. Alors, quelques mots sur cette fondation. Nous avons fêté dernièrement nos 15 ans. Alors, nous avons 3 zones géographiques prioritaires qui sont les pôles, les pays moins avancés et bien sûr la Méditerranée. Donc, il y a 15 ans, nous avions aussi identifié très rapidement des thèmes prioritaires tels que déjà les aires marines protégées. Depuis quelques années, on va dire depuis 6-7 ans, 8 ans même on peut dire,
nous avons voulu travailler sur des sujets plus spécifiques pour éviter toute dispersion. C'est comme ça que sont nées les initiatives. Alors, une des initiatives les plus célèbres, et elle sera présentée après par Romain Renoux, c'est The Medfund. The Medfund qui est né justement du forum des AMP à Antalya. Et j'espère que d'ailleurs, lors du forum actuel, il y aura aussi des sujets aussi porteurs qui pourront ressortir notamment de cette feuille de route. Donc, nous avons en Méditerranée plusieurs initiatives. Donc, j'ai parlé de The Medfund, qui est un fonds fiduciaire sur les aires marines protégées. Nous avons aussi Beyond Plastic Med, qui est sur les plastiques, la problématique du plastique. Nous avons aussi une initiative plus récente sur Pelagos, puisque la société civile a décidé de se rassembler pour aider donc la mise en œuvre de projets, lever des fonds pour travailler dans le sens du plan de gestion de l'accord Pelagos. Et enfin, nous avons aussi la Monk Seal Alliance. Donc, c'est évidemment une espèce emblématique de la Méditerranée, le phoque moine, sur lequel nous travaillons aussi depuis quelques années. Alors, ces initiatives, elles ont comme caractéristique, on est plusieurs partenaires. Nous sommes persuadés que pour être fort, il faut être plusieurs, pour avoir de la légitimité et aussi pour augmenter son potentiel de financement. Donc, évidemment, ici, notamment Paul, qui parlera après, nous accompagne dans plusieurs de ces initiatives, notamment BIMED, The Medfund et la Monk Seal Alliance, par exemple. Et nous avons aussi dans ces initiatives des partenaires qui sont plutôt des techniciens qui apportent leur savoir-faire, comme pour le plastique. Nous travaillons par exemple, un des partenaires, c'est Surfrider par exemple. Donc ça, c'est très important. Et de l'autre côté, alors chaque initiative a des appels à projets. Et de l'autre côté, je rejoins ce qu'a dit Tris tout à l'heure en disant l'union fait la force. C'est vrai que nous privilégions les projets qui ont plusieurs porteurs. Souvent, sur certains sujets, on s'aperçoit que chacun travaille dans son coin. Et nous, on se dit que, par exemple, pour la Monk Seal Alliance, c'est un bon exemple. On se dit, voilà, nous, on a ce pouvoir de financer des projets, mais on va financer d'abord des projets collaboratifs. C'est important en Méditerranée, que les gens travaillent, qu'ils partagent leurs données, et c'est ça que nous recherchons. Alors, nous avons aussi un appel à projet plus classique chaque année, au mois de juin, sur la Fondation Prince Albert II, enfin sur le site de la Fondation Prince Albert II. Mais c'est vrai que dès qu'il s'agit d'aires marines protégées, soit on oriente vers The Medfund, soit si c'est sur des thématiques précises, si c'est la pollution, on va orienter vers BIMED, et si c'est sur le phoque moine, évidemment, on a la MSA par exemple. Donc voilà. Donc ça, c'est très important de savoir que voilà, on essaie de privilégier donc les projets collaboratifs et surtout de suivre les appels à projets de chacune de ces initiatives. Aujourd'hui, le budget de la fondation hors initiative, il est à peu près de 7 millions d'euros par an. Mais alors, sur toutes les zones, pas que la Méditerranée. Et après, chaque initiative a son budget propre, mais ça, je laisserai développer. Nous soutenons aussi l'appel à petits projets de Medpan, puisque voilà, c'est important, et puis ça, c'est depuis bien longtemps. Et donc, voilà, et après, la Fondation Prince Albert II, évidemment, est heureuse d'être partenaire de ce forum. Et nous organisons aussi chaque année une semaine des océans, la Monaco Ocean Week, où nous invitons tous à proposer des projets de conférences, de sujets, à nous rejoindre. Voilà, merci. Merci beaucoup, Philippe. Et effectivement, merci beaucoup. Comme tu l'as dit, on espère du coup que ce soir, pendant ce forum, notre Medfund sera créé, du coup, pendant les dîners, apparemment. Et pendant les dîners. Du coup, on donne la parole à Romain Renoux des Medfund. Merci. Donc, j'aurais peut-être un petit frère, une petite sœur Medfund ce soir. Alors, donc, Romain Renoux, moi je suis le directeur du Medfund, qui est le fonds environnemental dédié aux aires marines protégées de Méditerranée.
Donc, notre zone géographique prioritaire, c'est la Méditerranée et notre cible prioritaire, ce sont les aires marines protégées. Donc, je pense qu'on a vraiment bien la place ici dans le forum, puisqu'on a été vraiment conçu pour cela. Alors, ce que l'on fait, c'est que l'on soutient les coûts récurrents de gestion des aires marines protégées. Le Medfund, ce n'est pas un projet, c'est un fonds fiduciaire, c'est une organisation qui est basée ici à Monaco, qui est abritée au sein de la Fondation du Prince Albert II de Monaco et qui a pour ambition de soutenir dans la durée les coûts de gestion opérationnels des aires marines protégées, ce qui signifie de la surveillance, ce qui signifie du suivi scientifique, de la maintenance des équipements, la mise en place d'instances de gouvernance locale, donc tout ce qui constitue le quotidien d'un gestionnaire d'aires marines protégées. Ça, c'est vraiment la première chose importante. Deuxième chose aussi, je pense qui est importante à structurer et à, je veux dire, à partager pour le Medfund, c'est sa structuration. Au sein du Medfund, la gouvernance est faite de façon conjointe par des États membres. La Tunisie, Monaco, la France sont au conseil d'administration du Medfund et également des organisations régionales historiques, comme tu disais, Jérôme, qui travaillent sur le sujet des aires marines protégées et qui ont toutes été à l'initiative, effectivement, du Medfund, que ce soit Medpan, qui est dans notre conseil d'administration, le RAXPA, qui est également au conseil d'administration, l'IUCN Méditerranée ou le Conservatoire du littoral. Donc ça, c'est vraiment intéressant d'avoir aussi une alliance, parce que cette alliance qu'on retrouve dans la gouvernance, c'est ce qu'on veut aussi promouvoir sur le terrain. Donc, on promeut une approche de cogestion en soutenant à la fois des organisations de la société civile, mais aussi des agences nationales comme l'APAL en Tunisie ou encore le National Agency for Protected Areas en Albanie. Au niveau de nos partenaires financiers, pour finir, nous avons 3 types de partenaires financiers. Des partenaires financiers qui sont plus institutionnels, comme le FEFEM, l'AFD, le GEF, donc Chris Séverin qui est ici notamment soutient très fortement le Medfund. Merci beaucoup pour ce soutien. On a ensuite des partenaires philanthropiques, notamment la Fondation du Prince Albert II de Monaco et également la Fondation MAVA qui nous a rejoint dernièrement sur la création d'un guichet thématique dédiée justement aux aires marines protégées de protection forte, parce qu'effectivement, et comme le soulignait Jérôme, on l'a vu ce matin, il y avait une session sur les no-take zones, c'est vraiment ce qui procure les bénéfices environnementaux et socio-économiques les plus forts et les plus durables. Donc, le conseil d'administration du Medfund a décidé, c'est très récent, en juillet 2021, de créer un guichet thématique dédié à ces aires marines protégées de protection forte. Et enfin, troisième type de partenaires financiers qui travaillent à nos côtés, c'est un réseau d'aquariums et de zoos en fait, qui dédient une partie de leurs recettes et de leurs tickets d'entrée à l'initiative du Medfund. Donc ça, c'est aussi intéressant parce qu'au-delà du soutien financier, ça permet également de communiquer sur le rôle des aires marines protégées auprès du grand public. Donc voilà très rapidement le schéma du Medfund, comment répondre effectivement et accéder à notre financement. Chaque année, on émet un appel à manifestation d'intérêt. On va en lancer un officiellement avec Paul Gros de la MAVA demain concernant les aires marines protégées de protection forte. Donc, tous les renseignements seront sur notre site internet à partir de jeudi. Et on a ciblé un certain nombre de pays prioritaires, plutôt les pays du sud et de l'est de la Méditerranée, puisque visiblement les pays du Nord ont déjà des milliards d'euros à venir sur les 5 prochaines années. Donc nous, on va plutôt se pencher vers ceux qui n'ont pas accès à ces milliards d'euros. Voilà. Merci Renaud. Romain, pardon. Merci Romain. Tu as bien fait, tu as fait le lien avec la Fondation MAVA, justement. On avait voulu laisser la parole à Paul Gros de la Fondation MAVA pour la fin, pour que, comme la Fondation MAVA va arrêter bientôt, que Paul, qui a suivi toutes ces initiatives, qui a grâce à la Fondation MAVA, soutenu tellement d'associations et de gestionnaires et de réseaux, que tu nous donnes, si tu veux bien, un retour d'expérience de toutes ces années, aussi bien pour les gestionnaires, les associations, que pour les bailleurs. Et c'est dommage que tu ne sois pas là. On s'attendait à te voir.
Merci beaucoup, Georges. Merci tout le monde et bonsoir. Je suis vraiment désolée de ne pas pouvoir être avec vous. Malheureusement, je ne sais pas si vous m'entendez bien, parce que je vois ma vidéo qui est très lente. Si, c'est bon. Ah, plus bon. Très bien. Donc, ce que je voulais vous dire, c'est en 3 points. Hein. Rapidement, ce qu'a fait la Fondation Maba et ce qu'est la Fondation Maba, il ne faut pas nous enterrer encore, il nous reste encore une année. Voilà, donc ce que nous avons fait, et ensuite, ce que nous allons encore faire en 2022, et finalement, quelques recommandations, effectivement, comme suggéré Georges. Alors, la Fondation Maba a été créée en 1994, donc ça fait déjà un bon moment, et c'est une fondation à la conservation de la biodiversité pour le bénéfice de la nature, mais aussi des communautés humaines, bien sûr. Voilà. La Fondation travaille sur l'ensemble des thématiques écologiques dans plusieurs régions, dont la région méditerranéenne, qui est un de ses points focaux. Et au niveau du travail en Méditerranée et marin, nous avons travaillé essentiellement sur 3 lignes. Les aires marines protégées, leur création, le soutien à la gestion et plus récemment la durabilité, avec un focus maintenant sur les aires marines de haute protection, comme on a entendu de la part d'autres bailleurs de fonds, sur les aspects de durabilité de la pêche, donc les techniques de pêche durable, le financement d'un secteur pêche plus vert ou plus bleu, dirons-nous plutôt, et puis la conservation des espèces. On a entendu avec Philippe, par exemple, l'initiative de Manxil Alliance. Donc, nous avons travaillé particulièrement sur ces 7 dernières années à travers une stratégie qui a permis de créer des coalitions de partenaires, de renforcer des coalitions de partenaires. Et comme on a entendu aussi, c'est extrêmement important. Les fonds ne sont pas suffisants, les sujets sont complexes, donc il faut s'allier, que ce soit les partenaires, que ce soit les bailleurs de fonds, que ce soit les partenaires et les bailleurs de fonds. Donc, je vous recommanderais aussi vraiment de travailler sur cet aspect, et notamment dans les projets que vous allez soumettre aux autres bailleurs. Donc ça, en gros, c'est le travail de la MAVA. Maintenant, en 2022, qu'allons-nous faire? Nous n'allons plus donner de fonds. Nous n'allons plus directement donner de fonds sur la base de projets qui nous seront soumis ou que nous aurions sollicités. Par contre, ce que nous allons faire, et de façon extrêmement active, c'est solliciter la collaboration d'autres bailleurs de fonds pour développer ou soutenir des initiatives déjà existantes, mais qui permettraient de donner de la durabilité aux lignes de travail que la Fondation Maba a soutenues pendant toutes ces années. Donc, si vous travaillez sur un des sujets que j'ai cités, bien sûr très largement, vous pouvez aller voir sur notre site pour plus de précision, mais si vous travaillez sur un de ces sujets, il va y avoir, nous allons pousser à ce qu'il y ait encore plus d'alliances et de collaboration entre les bailleurs de fonds pour pouvoir continuer, après 2022, les lignes de travail que la Maba a soutenues, et ces lignes sont très larges. Donc, on va dire en gros la conservation en Méditerranée. Maintenant, très rapidement, les recommandations. On a vu la première, je la répète encore, coalition, travailler ensemble, collaboration, bien sûr. Une autre chose, quand vous soumettez un projet, ne pensez pas, en tant qu'organisation, ne pensez pas, mais que font ces bailleurs et comment est-ce qu'on peut répondre à ce qu'ils font? Ce qui nous intéresse, nous, c'est ce que vous faites, vous. Donc, ce qui nous intéresse, c'est que vous nous convainquiez à mettre dans notre stratégie le travail qui vous intéresse le plus, ce que vous avez le plus à cœur. Donc, convainquez-nous que c'est ce qu'il faut faire. Vous avez vu, les fondations sont constamment en train, et les autres bailleurs de fonds, constamment en train de revoir leur stratégie. Donc, vous avez des opportunités de faire entrer vos propres intérêts dans ce que nous finançons. C'est important. Ensuite, la transparence et le lien avec le bailleur de fonds, de ne pas considérer le bailleur de fonds comme une organisation qu'il faut convaincre au début, auquel il faut convaincre, qu'il faut convaincre de donner des financements initialement, et puis ensuite, à la fin, qu'il faut satisfaire avec de jolis rapports pour avoir la prochaine phase de financement. Non, c'est une collaboration permanente. C'est un dialogue et il doit être transparent. Et vraiment, c'est ce genre de relation comme celle que nous avons eu avec le MEDPAN qui a permis vraiment d'aller loin. Et les bénéfices ont été mutuels. Et les idées aussi venant des bailleurs, bien sûr, aux partenaires, mais vice-versa. Qu'est-ce que je peux vous dire de plus? Je pense que c'est à peu près ça. C'est à peu près ça. N'hésitez pas, la dernière chose, n'hésitez pas à venir vers nous si jamais vous avez des idées de financement, parce qu'une fois de plus, oui, nous ne financerons plus de projets, mais nous essayons de développer des collaboratifs comme le MEDFund, des fonds fiduciaires, comme la Manxil Alliance, collaboratif de bailleurs de fonds. Donc, donnez-nous des idées
peut-être qu'on arrivera à vous accompagner encore, bien qu'officiellement, le robinet de financement de projets soit fermé. Voilà, merci beaucoup, merci pour l'invitation. Encore désolé de ne pas être avec vous. Merci beaucoup, Paul. Bon. And now the floor is open for questions. Arturo. Thank you, George. I'm Arturo Lopez. I'm a consultant on MPA since many years ago now with MedPen. How many good news this afternoon? So many new actors in biodiversity funding in the Mediterranean. We've been pretty alone for many years, and obviously MPAs are a very attractive topic. And I'm just concerned, as we are in a MPA forum, that the real situation is that over 90% of the MPAs are in the European Union coast, and even they are underfunded, they still get over 10 or 20 times as much per hectare to the other MPAs in the rest of the Mediterranean, which are ecologically as important as the ones that we have in the European Union waters. So it would be a great objective for the decade to raise up the level of the MPAs, have more MPAs, but better, more efficiently managed, better capacity in the rest of the Mediterranean. And in that sense, I think as we are going to speak about some recommendations, I would try to call the attention for bilateral cooperation. I worked a lot with bilateral agencies, and they're ready to understand this blue infrastructure, MPAs as a means of against poverty and food security and better governance of the sea, and science-based management, marine spatial planning, ecosystem approach, all the other objectives of MPAs which are beyond biodiversity, and that we should underline and try to bring together a kind of a conference of donors, but countries, and make MPAs a priority target, particularly for Northern Africa and Middle East. Thank you. Thank you, Arturo. Very interesting idea. Yeah, no, juste pour ajouter quelque chose, following Arturo's also a comment. Je pense que c'est aussi important, alors je ne sais pas comment le faire apparaître au niveau de votre roadmap, mais on a parlé quand même de montants financiers énormes tout à l'heure. Moi, ça me fait toujours réagir et je me demande quelle est l'accessibilité pour des gestionnaires d'aires marines protégées à de tels financements. Et ça, je pense que c'est quand même aussi important de garder ça en tête. C'est vraiment super, et puis on ne peut que se réjouir qu'il y ait effectivement beaucoup d'argent qui soit alloué aux aires marines protégées, mais quelle accessibilité pour des gestionnaires qui sont des fois des petites équipes, qui n'ont pas forcément des grandes capacités administratives ou comptables, etc., pour accéder à ces financements-là. Donc voilà, je pense que c'est très important de pousser pour qu'il y ait plus de financement, et surtout pour qu'il y ait plus de financement accessible. We have some questions also in the chat. Okay. Yes, Vincent. Oui, donc ce n'était pas une question, mais plutôt pour répondre à la question qui a été posée ou le débat qui a été lancé, parce que nous, sur notre programme, évidemment, on accorde énormément d'importance au fait que le même investissement soit fait sur les deux rives de la Méditerranée. D'ailleurs, c'est une règle d'or de notre programme. À chaque fois qu'il y a un projet, c'est 50% de chaque côté minimum. Et ensuite, je voudrais tout simplement dire que pour les NPA ou pour toute autre
thématiques où le Nord est très en avance sur le Sud, ce qui est le cas de pratiquement toutes les thématiques dont on traite. On va avoir cette priorité, cet objectif spécifique sur la gouvernance, donc sur l'amélioration de la coopération, de la gouvernance, où justement là, il va y avoir une fenêtre intéressante pour travailler sur toutes ces sensibilisations des administrations de la rive sud, pour aussi leur faire comprendre que ces sujets sont très importants, parce que ce n'est pas uniquement une question de financement, mais aussi une question tout simplement que pour le Sud, il y a d'autres urgences, il y a d'autres préoccupations, et souvent, celle qui nous occupe aujourd'hui n'est pas encore assez haut dans la hiérarchie des priorités pour qu'ils s'en occupent avec toute l'attention que cela mérite. En tout cas, ce genre de réflexion sur notre futur programme, améliorer la gouvernance, les échanges au niveau gouvernance entre les deux rives, pour la gestion, pour la formation des zones marines protégées, là, franchement, il va y avoir une possibilité. Donc, c'est à considérer. Merci Vincent. Et je veux juste ajouter une petite chose par rapport à ce qu'a dit Romain. Effectivement, nous aussi, dans notre programme, on a d'abord ouvert la participation des aires marines protégées comme acteurs actifs. Effectivement, on a remarqué cette difficulté aussi parce qu'ils n'ont pas la structure gestionnaire financière aussi pour gérer un projet européen ou autre type de projet. C'est pour ça que les projets qui ont marché le plus, soi-disant, c'est des projets qui ont intégré les gestionnaires comme acteurs des activités, donc porteurs final, soi-disant. Donc, les activités étaient gérées par d'autres partenaires centrales, mais les activités étaient implémentées directement dans la marine protégée, juste pour... on a remarqué la même chose et tout à fait raison avec cette remarque. Alors, we give the floor to Mustafa Marraha. Yes, please. Oui, merci. Est-ce que vous m'entendez? Oui. Vous m'entendez? Oui, oui, oui. Alors, merci. Je voudrais remercier tous les intervenants qui ont bien voulu faire beaucoup d'efforts concernant donc, la mise en place des aires marines protégées et puis les aires protégées de manière générale à l'échelle de la Méditerranée. Et je voudrais souligner que pour la partie de la rive sud de la Méditerranée et probablement la partie est, et puis je vais parler du Maroc que je connais, donc que j'ignore le moins. Donc, les aires protégées au Maroc, ils ont grandi avec l'aide des projets d'appui. Donc, ils n'ont pas encore atteint un stade d'autonomie et c'est pourquoi il est important que ces projets puissent continuer à accompagner ces aires protégées, ces AMP, dans une phase de consolidation. Et puis, les dynamiques enclenchées restent encore fragiles, ils doivent encore être sécurisées. Alors, ma question, il va dans le sens que nous avons un certain réseau, par exemple, d'aires protégées marines sur la rive de la Méditerranée, mais pour certains, nous avons pratiquement 10 aires protégées, mais elles n'ont pas encore de statut légal, donc reconnu avec un décret de création. Donc, on compte beaucoup sur ces projets-là pour les accompagner, pour à la fois créer ces aires protégées et puis assurer leur gestion à long terme. Et là, j'évoque l'exemple que nous avons eu avec le projet JEF de gestion des aires protégées. Donc, grâce à ce projet-là, nous avons pu créer 5 aires protégées, donc grâce au financement, grâce à l'accompagnement, grâce à l'assistance technique de ces projets-là. Merci beaucoup. Thank you so much. Okay, we give the floor now to Paul Gros. Oui, merci. Très rapidement, pour dire quelque chose que j'aurais voulu dire tout à l'heure, mais je n'ai pas eu le temps, mais surtout, je pense que c'est important maintenant. On a beaucoup parlé d'accéder à des projets, d'accéder à des fonds existants, mais je pense qu'il faut vraiment qu'on réfléchisse, et notamment dans la feuille de route, à instaurer des mécanismes de financement qui permettent l'autonomie financière des aires marines protégées. Par exemple, essayer de développer, par exemple, des concessions, des systèmes d'accès, par exemple, aux
barbouillage, enfin, il y a tout un tas de systèmes, tout un tas de mécanismes de financement locaux ou travailler avec des entrepreneurs locaux de façon à donner la durabilité financière à ces aires marines protégées. Je pense que c'est très, très important de discuter de ça. Et un petit peu en lien avec ça, ce que les bailleurs de fonds peuvent faire, par exemple, Romain disait, c'est peut-être compliqué d'accéder à ces milliards qui ont été présentés par certains d'entre nous, de l'Union européenne ou d'autres grandes instances, le GIF, etc. Oui, bien sûr, mais ce qu'on peut faire, c'est de mettre en place des assistances, si vous voulez, qui permettent, des systèmes d'assistance qui permettent aux gestionnaires d'aires marines protégées de faire des demandes qui sont peut-être complexes, qui demandent peut-être un préfinancement initial pour pouvoir décrocher le financement après pour les aires marines protégées. Donc, réfléchir à ce genre de choses. Développer des mécanismes financiers pour l'autonomie des aires marines protégées et puis développer aussi des mécanismes peut-être d'accès aux fonds. Et ça, les autres bailleurs de fonds, les fondations en particulier, peuvent le mettre en place. Merci. Merci beaucoup pour ces recommandations. Et maintenant, on donne la parole à Mohamed Jabran. Oui, bonsoir tout le monde. J'espère que vous m'entendez bien. Et c'est juste la dernière, hein, parce que là, on a 2 minutes pour clôturer. Oui, on t'entend. OK. Donc, oui. Parfait. Je vous remercie pour le choix de ce thème, des questions d'accès au financement. Effectivement, je vais parler de mon point de localisation comme site de Jebel Moussa. Je représente comme point focal. Effectivement, moi, je considère qu'on a de la chance d'avoir plusieurs projets qui se convergent vers le site. Et ma question, comment le site de Jebel Moussa peut profiter d'un accès maximal au financement, puisqu'on a une partie marine, on a un site Ramsar qui est la côte, créé en 2019, on a une partie terrestre forestière, et il y a un centre de réhabilitation des vautours, puisque Jebel Moussa se trouve sur l'accès de la migration des rapaces. C'est l'entrée de l'Arbib. Voilà, donc tous ces ingrédients-là, comment une aire marine protégée comme Jebel Moussa peut bénéficier au maximum d'accès au financement, dans leur durabilité, et d'avoir une convergence entre les différents projets. On a le CARESP qui travaille déjà sur le site, le CEPF à travers l'UCN, déjà le projet Medfund à travers une convention. Donc voilà, on a tout un paquet qui a commencé. On a de la chance d'ailleurs pour ça. Mais l'idée, comment rendre ça durable avec un maximum d'accès au financement. Merci. Merci beaucoup. Et donc, merci à tous les speakers et panélistes. Je pense qu'on a beaucoup d'idées à intégrer dans la roadmap, dans la recommandation donc, sur la soutenabilité des financements pour les aires marines protégées. Merci encore à tout le monde et bonne soirée.